Salut, c'est Alexis, bienvenue sur la chaîne YouTube de Contournement. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un outil no-code un peu spécial puisqu'il a été produit par un GAFAM, Google en l'occurrence, et qui s'appelle Tables. Alors, comme son nom l'indique, évidemment, c'est un concurrent à Airtable. Euh, alors forcément, cette découverte de cet outil va être principalement en fait une comparaison avec Airtable puisqu'on aime beaucoup Airtable. Bon, à titre personnel, j'aime aussi beaucoup Google, mais voilà, là je suis quand même je suis un peu sceptique sur cet outil qu'ils ont fait, mais voilà, on va tester ça ensemble, je vais vous montrer, on va voir ce qu'il y a quand même des choses intéressantes dedans, et puis au moins qu'on se fasse un avis et que vous fassiez un avis en regardant. Alors, Tables, voilà, donc c'est sur le site de Area 120, qui est l'incubateur officiel de Google, donc c'est un projet qu'ils ont incuber un concurrent, un clone, j'ai envie de dire, d'Airtable. Ok, pourquoi pas, on se pose un petit peu des questions sur les motivations de Google là-dedans. Est-ce que c'est pour surfer un peu sur le buzz d'Airtable en ce moment, avec leurs différentes annonces? Bon, je sais pas, le site, bon, on s'en fout, hein, c'est vraiment simple. Alors c'est payant, hein, potentiellement, ça peut être gratuit aussi, puis il y a une petite FAQ, donc bon, heureusement, on n'est pas obligé de payer pour tester. Ça m'aurait fait un peu mal, sachant que Airtable, on peut faire quand même beaucoup de choses gratuitement avec. Donc, on va tester. Alors donc, évidemment, là, vous voyez le fond. Si vous avez déjà regardé certaines de nos vidéos, vous savez que nous sommes à Paris, en France, et qu'actuellement, Tables n'est que disponible aux États-Unis, comme vous le voyez sur l'écran. Alors, comment on va faire? Il se trouve que ça se télétransporter aux États-Unis instantanément au moyen d'un VPN. Donc on va cliquer ici. Voilà, donc j'utilise ExpressVPN. Hein, je ne vais pas faire de la pub spécialement pour eux. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez ou ne rien utiliser, juste regarder cette vidéo parce que très franchement, pas sûr que vous ayez besoin de prendre un abonnement à un VPN pour utiliser Tables. Mais donc maintenant qu'on est là, si on recharge, c'est magique. On s'est très transporté aux États-Unis. C'est la matrice un peu. Donc voilà. Donc maintenant qu'on est aux États-Unis, on peut utiliser Tables. Alors, comment ça se présente? Ça se présente comme ça, donc il y a des workspaces, alors c'est vraiment en plus les mêmes mots que Airtable. Donc il y a des workspaces, donc les workspaces sont des ensembles, sont des bases de données. D'ailleurs, c'est pas exactement le même mot maintenant qu'en fait je suis en train de vous dire des bêtises, parce qu'en fait un workspace c'est l'équivalent d'une base dans Airtable. Dans Airtable, les bases sont contenues dans des workspaces, et une base est constituée de tables, donc il y a une hiérarchie comme ça entre workspace, base et table. Eux, ils ont sauté la base, ils ont dit ok, les workspaces c'est pareil, on met des tables dedans. Pourquoi pas? C'est un peu confusant du coup, mais bon, si vous utilisez que Tables, ça vous changera rien, vous n'êtes pas obligé de comparer. Alors ça c'est un workspace que j'ai créé, mais c'est pas très intéressant, et ça c'est mes tables. Et puis je vais avoir des templates. Alors il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que là pour commencer, en fait vous pouvez partir d'un workspace complètement blanc, vierge, créer des tables vides, ou alors vous pouvez commencer à partir de templates ou importer évidemment, on peut s'en douter, un Google Sheets, donc un tableur de Google, un peu comme Excel, où vous auriez déjà des données. Alors moi je vais partir quand même plutôt de quelque chose de blanc. Alors je ne vais pas créer un workspace, je vais juste créer une table, et on se retrouve tout de suite dans l'éditeur. Alors on peut, alors tout de suite il me demande déjà si je suis satisfait. Bon, pour l'instant, on va rien dire, on va se réserver notre jugement. Alors, comme dans Airtable, il y a toujours 3 colonnes déjà directement. Ce qu'eux, ils mettent 4 lignes vides. Dans Airtable, il y en a 3. Bon, ok. Alors moi ça m'énerve un peu de toute façon déjà qu'il y ait des choses déjà de base. Donc la première chose que je fais, c'est que je les efface. Et puis voilà, donc vous avez des colonnes. Alors elles ont toutes du même type. Dans Airtable, ils vous mettent des types différents. Alors si, j'en vais peut-être préciser quelque chose, si vous regardez cette vidéo, si vous ne connaissez pas du tout Airtable, ce que je vous invite à faire, c'est peut-être regarder d'abord la vidéo Premier pas avec Airtable, et puis ça sera peut-être plus intéressant. Si vous vous en foutez d'Airtable, il y a des chances de toute façon que vous vous en foutiez de Tables, donc vous ne regarderez pas cette vidéo. Donc voilà, commencez plutôt par Airtable, je le mettrai peut-être d'ailleurs dans la description, j'aurais dû le dire en intro. Mais voilà, donc on se retrouve ici, donc on a des colonnes, donc une base de données, on va constituer une base de données, on n'est pas dans un tableur. Google Sheets c'est un excellent tableur. Là, on est dans une base de données. Donc une base de données, les colonnes, en fait, ça s'appelle des champs. Ça, c'est le bon vocable. Donc ici, ils utilisent un vocable de colonne, quand Airtable utilise des fields. Ça, déjà, c'est un premier point quand même que j'apprécie en tant qu'ancien développeur et donc
moi j'ai utilisé des bases de données dans une autre vie vraiment de manière plus orthodoxe, j'apprécie qu'Airtable reprenne le vocabulaire, le vrai vocabulaire, les champs, les enregistrements, et qu'on ne parle pas de lignées de colonnes. Voilà, ça, désolé, c'est un petit point un peu nerd, mais voilà, c'est aussi ça que vous voulez si vous regardez les vidéos de contournement, j'espère en tout cas. Alors, donc contrairement à un tableur, une base de données a un typage, un type, donc les colonnes vont avoir un type. Donc ça, c'est le premier truc qui va nous intéresser dans Tables, c'est de voir quels sont les types qui sont offerts, qui sont proposés par Tables. Donc je fais un edit ici. Alors je peux choisir le nom, donc par exemple je vais mettre titre, admettons qu'on veut faire une base de données, je ne sais pas, de podcast. Et voilà, ici je vais pouvoir choisir le titre. Alors le type texte, c'est un type parfait pour les textes. Alors ce qui est intéressant déjà, c'est qu'il n'y a pas de différenciation entre les grands textes et les petits textes. Dans Airtable, il y a un type de champ qui est les textes d'une ligne, et puis les longs textes. Ça c'est peut-être une bonne chose, d'ailleurs, pourquoi pas. Des nombres, des dates, des personnes pour des autres utilisateurs de Tables. Drop-down, ça va être des listes. Tag, ça n'existe pas dans Airtable, mais vous pouvez complètement faire des tags en fait avec les multi-select. Checkbox, des cases à cocher. Bon, je ne vais pas vous faire toute la liste parce que globalement, c'est un peu tout comme dans Airtable. Sauf, ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, et c'est là où effectivement Google peut faire la différence grâce à son écosystème, c'est proposer des types de champs qui lui sont un petit peu particuliers. J'entends par là des choses qui pourraient être utilisées ou venir d'autres outils Google. Et donc là, vous voyez, il y a un champ location, ça qui manque cruellement dans Airtable, qui est ici, qui existe, location. Hop, je mets. Alors, donc là, j'ai fait un petit peu n'importe quoi. Attendez, on va faire ça proprement. Là, on va mettre un nom, donc un lieu par exemple. Puis on va mettre un texte. Et ici, on va mettre une adresse. Et donc là, on va mettre un location. Et ça, vous allez voir que c'est un type de champ qui est super parce que vous allez pouvoir avoir des adresses vraiment autocomplétées grâce à la puissance de Google Maps dans votre table Tables. Donc là, admettons que je vais remplir. Donc lieu, par exemple, bureau, contournement. Et là, vous voyez que si je remplis ici, 4 rue, je commence à avoir des suggestions. Donc ça, c'est le Google Autocomplete. C'est une fonctionnalité de Google que les développeurs connaissent bien, qui est extrêmement utile. Et là, donc, je vais mettre par exemple 4 rue Jaucourt. C'est là où je me trouve actuellement, et pas au Texas. Alors, on pourrait être à Paris, Texas. Pas aux États-Unis, pardon. Mais bon, bref, c'est des blagues de nerd. Donc voilà, et donc là, j'ai dans ma base de données, du coup, un lieu. Quel est l'intérêt ? Déjà, j'ai eu l'autocomplete pour remplir, et puis là, j'ai vraiment une carte. Donc je vais pouvoir... Alors attendez, je ne sais plus comment on y arrive, mais on peut afficher une carte. C'est peut-être dans les vues. Hop. Non, les vues, ça fait pas ça vraiment. Si, c'est ça. Attendez, est-ce qu'on fait carte ? En fait, ça, je le découvre avec vous en direct, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Hop. Non. Non, je dis des bêtises. Mais en fait, en gros, bon, voilà, on peut exploiter cette adresse, potentiellement, en tout cas. Et puis ensuite, il y a un autre type de champ que j'avais repéré qui était intéressant. Non, il y avait un truc qui était intéressant, c'est que là, par exemple, donc ça c'est un champ drop-down, ça va être une liste déroulante. Je découvre l'outil en même temps que vous, je le rappelle, je ne suis pas un expert Tables, donc désolé si je dis des conneries. Donc nouvelle option, par exemple, ça va être, ça c'est un bureau. On va appeler ça type de lieu. Et puis là, comme valeur, je peux mettre bureau, stade, bar, restaurant. Voilà, donc ça c'est un champ select, très connu dans Airtable. Dans Airtable, vous ne pouvez pas choisir de valeur par défaut dans un champ select. Vous êtes obligé de faire des automatisations au jour où j'enregistre la vidéo, évidemment. Et donc ça, c'est une petite chose. Il y a en fait, dans tous les types de champs que vous utilisez en Tables, vous allez pouvoir définir une valeur par défaut. Et ça, c'est quand même notable, assez en tout cas pour que je le dise dans cette vidéo. Je vous ai dit, ça va être beaucoup de comparaisons avec Airtable, évidemment, qui est un outil qu'on apprécie, qu'on maîtrise beaucoup, puisqu'on fait des formations dessus.
Voilà, donc j'en profite pour un petit peu souligner aussi quelques petites choses qui pourraient ne pas être disponibles dans Airtable pour rendre justice aussi à ce qui est bien fait dans Tables. Laissez-moi voir un petit peu mes notes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ah oui, alors, donc voilà, donc je ne vais pas insister sur la création de la table. Globalement, quand même, au niveau du design, c'est quand même pas hyper joli. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. On va pas se mentir, c'est un peu tristoun. Voilà, donc on va pas juger les outils par leur apparence, hein, pas juger un livre à sa couverture. Mais bon, c'est quand même pas ouf, c'est pas hyper beau. Alors voilà, c'est là aussi où on voit que c'est le truc sort d'un incubateur, hein, c'est tout frais sorti du four. Donc voilà. Alors, il y a un truc qui est marrant ici, les bots. Là, pour le coup, ils ont utilisé un autre vocable, qui sont en fait tout simplement des automatisations. Hop, donc c'est un bot, hein, donc je vais mettre test. Et donc là, vous allez pouvoir, tout comme dans Airtable, faire des automatisations, sauf que Airtable ont rajouté ça très récemment. Alors ça fonctionne exactement pareil, hein, c'est-à-dire vous sélectionnez donc un déclencheur, un trigger. Alors, par exemple, vous pouvez déclencher régulièrement, ça c'est pas possible dans Airtable. Il y a la possibilité de déclencher régulièrement des actions sur la table, ou alors suivant des changements de valeur, ou alors le truc le plus classique, quand un nouvel enregistrement est ajouté à la table, ou alors quand un est enlevé. Voilà, donc ça c'est hyper intéressant. Ça, c'est la fonction automatisation est plus développée finalement que dans Airtable. En tout cas à ce jour, hein, ça évolue très vite aussi côté Airtable. Mais voilà, donc ça admettons time-based, donc tous les jours ça va déclencher une automatisation. Et donc là, les actions, alors il y en a très peu qui sont possibles. On peut envoyer un email avec un résumé des changements, pourquoi pas. On peut envoyer un email et on met ce qu'on veut dedans. On peut ajouter une nouvelle ligne à une table, pas forcément celle-là, on peut être une autre table. Et on peut faire une mise à jour. Donc mise à jour ou effacer, voilà, donc ça c'est des actions sur la base de données. Mais le truc le plus intéressant, un petit peu technique mais extrêmement intéressant et qui n'est pas disponible dans Airtable, le webhook. Donc là vous pouvez envoyer ces données, ces modifications à un webhook, c'est-à-dire à une API, et donc par exemple à Zapier. Donc il n'y a pas d'intégration directe à Zapier de Tables, à ma connaissance à date. Par contre, avec ce mécanisme, si vous connaissez un petit peu le fonctionnement des webhooks, si vous ne connaissez pas, je vous invite à regarder nos formations à Zapier. Un petit coup d'auto-promo, hein, voilà, c'est ma chaîne hein, au final. Mais voilà, non, mais honnêtement, fonctionnellement, c'est quelque chose d'un petit peu technique, mais par contre qui vous ouvre des portes très importantes. Donc là, vous pouvez dire tous les matins, j'envoie des informations à Zapier, par exemple, et je fais des actions que je souhaite. Voilà, donc ça, c'est les automatisations. Ok, donc bon, c'est cool. Hein. Et puis après, alors on peut faire des formulaires. Voilà, donc ça, je ne vais pas vous le montrer parce que vous vous doutez de ce que ça fait. Hein. C'est un petit peu comme dans Airtable, il n'y avait rien de notable à signaler. Et puis les relations, parce qu'on parle quand même d'une base de données relationnelle, hein, comme dans Airtable. Donc vous pouvez avoir des relations entre les tables, quelque chose qui n'existe pas vraiment dans les tableurs. Il y a un petit peu les tableaux croisés dynamiques, des choses comme ça, mais là vous pouvez faire des vraies relations. Très franchement, j'ai rien vu de vraiment notable. C'est moins développé que dans Airtable. C'est surtout, en fait, on vous force quand vous faites des relations à faire des lookups et des rollups, qui sont des opérations. En fait, en gros, vous pouvez que établir des relations si vous voulez rapatrier des informations d'une table à l'autre. Mais il n'y a pas dans Airtable, c'est beaucoup plus flexible. Vous pouvez simplement faire une relation et avoir des liens et voir les champs les données qui sont liées. Et puis évidemment faire des lookups et des rollups. Voilà, bon là je ne vais pas rentrer dans des choses trop techniques, on n'est pas dans une formation aux bases de données. Le but c'est simplement de vous montrer le fonctionnement de Tables. Mais voilà, donc la notion existe évidemment. On ne pourrait pas faire un concurrent Airtable sans cette notion de relation, fondement des bases de données relationnelles. Mais voilà, ils l'ont fait, c'est encore très basique je trouve, c'est en tout cas très orienté. Voilà, donc voilà, le fonctionnement est un peu différent de Tables, un peu en termes de hiérarchie, cette notion de workspace. En fait, il n'y a pas de subdivision entre bases, vous avez que des tables, et puis vous pouvez faire des liens entre des tables de différents workspaces, etc. Bon, voilà, c'est une autre manière, je ne pense pas qu'elle soit mieux ou moins bonne, bon, c'est autre chose. Vous avez une poubelle, mieux mis en avant que sur Airtable, même si elle existe aussi sur Airtable. Voilà.
très honnêtement, je crois que j'ai pas grand-chose de plus à vous dire. J'espère que ça vous a donné au moins un aperçu, notamment si vous voulez pas utiliser de VPN, si vous n'êtes pas basé aux États-Unis, il y a des chances si vous regardez cette vidéo. Voilà, donc très franchement, on est un petit peu sur un clone un peu limite de Airtable, avec quelques petites choses qui sont intéressantes, dont Airtable pourrait s'inspirer. Voilà, c'est quand même content, moi en tant que petit peu fan de Google, je suis content qu'il y ait quand même, c'est pas juste un clone très basique, mais clairement, je vais pas migrer dessus, je vais pas l'utiliser pour l'instant en tout cas, parce qu'en plus il y a finalement peu de liens avec l'écosystème Google, à part cette liaison pour importer un Google Sheet, ce que vous pouvez faire aussi dans Airtable de toute façon. Donc voilà, bilan un peu pas déçu parce que j'attendais rien de cet outil, j'étais curieux. Voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, sur le Slack de No Code France évidemment, où on partagera cette vidéo. Et puis voilà, on en parle quoi, on va suivre comme d'habitude, et puis peut-être qu'un jour ça deviendra un concurrent vraiment viable. Surtout la concurrence c'est ça aussi, ça va pousser Airtable un petit peu dans ses retranchements. Je pense aussi que malheureusement il y a des très grandes chances que ça atterrisse dans le cimetière de tous les produits Google qui ont été lancés, des fois très bons. Moi, j'ai toujours une place dans mon cœur pour Google Inbox, qui me manque tous les jours. Donc voilà, j'ai peur que Tables atterrisse là. Donc voilà, à mon avis, si je peux donner un conseil, ne commencez pas à l'utiliser trop et mettre des choses trop sensibles et en devenir trop dépendant, parce que ça pourrait mal finir. Voilà, sur cette note relativement pessimiste, je vous dis au revoir, à très bientôt. Et n'hésitez pas à continuer la discussion